Togo, les parents d'un jeune garçon demandent justice. Il a été tué lors des grandes manifestations de l'opposition contre le pouvoir l'an dernier. Doléance du président sud-africain lors de l'Assemblée générale de l'ONU, il demande plus d'égalité et de justice à l'organisation. Puis le président tunisien prend ses distances avec la formation islamiste Ennahda. Il l'a annoncé lors d'un entretien diffusé ce mardi. C'était là le sommaire de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous sur Sika TV. Un couple de Togolais a demandé justice mardi suite à l'obtention de l'autopsie du corps de leur fils. Le jeune garçon a été tué il y a un an à Lomé lors des grandes manifestations de l'opposition contre le pouvoir togolais. Voici le reportage. L'histoire remonte au 18 octobre 2017. Le Togo était en pleine effervescence. À cette date-là, les élèves ont été libérés par leurs enseignants à la suite de l'ampleur des manifestations dans le quartier de Bé-Kota. L'enfant, alors âgé de 13 ans, a regagné la maison avec ses camarades. Il est ressorti pour aller acheter des condiments à sa mère, d'après son père. Mais il a été mortellement atteint par des balles et conduit sans vie dans un centre de santé. Ses parents avaient refusé de l'enterrer et laissé son corps à la morgue, exigeant qu'une autopsie soit pratiquée. Après plusieurs mois de tractation, le médecin légiste, commis par le procureur, a rendu son rapport d'autopsie le 13 juillet dernier. L'autopsie vient démentir les allégations qui niaient la mort d'un enfant par balle le 18 octobre. Le soulagement a été le jour où la famille a pu avoir le résultat de l'autopsie. Nous ne pouvons pas dire que c'est la fin du processus, c'est le début d'un engagement vers la justice. Mais ce n'est pas fini. Justice doit être rendue car je dois connaître celui qui a tiré sur mon enfant. Dans ces deux parties qui sont l'opposition, le pouvoir, il y a une troisième partie qui pour moi ne me semble pas être seulement la société civile, mais c'est le peuple, dont les victimes en premier lieu. Le cas de Joseph Zoumeke en est un. On en a ailleurs, à Bafilo, à Mango, à Sokodé. Donc ce sont là pour nous des éléments qui doivent aider l'État à réellement combattre l'impunité au Togo. Une quinzaine de morts ont été dénombrés lors des manifestations qui ont rassemblé l'an dernier des dizaines de milliers de personnes à l'appel de l'opposition durant des mois de confrontation avec le pouvoir. On reste au Togo où l'année académique 2018-2019 a démarré. La rentrée scolaire est effective depuis le 24 septembre dans ce pays. Plusieurs enseignants et élèves ont commencé au cours primaire avec l'évaluation diagnostique du premier jour. Voici le constat. Fin des vacances au Togo, les établissements maternels, primaires, secondaires et professionnels ont rouvert les salles de classe depuis ce 24 septembre. Nous avons repris bien la rentrée avec les enfants en classe. Déjà, nous avons commencé par travailler dans les cahiers. Après le nettoyage, le cap est mis sur l'évaluation zéro des élèves. Bon, on s'est préparé et aujourd'hui la rentrée est effective. Nous venons de commencer avec les évaluations diagnostiques pour voir le niveau de la classe avant de commencer le vrai programme de l'année en cours. Oui. Non, les élèves ont répondu aujourd'hui, ainsi que les enseignants, et puis bon, tout est bien repris. Une rentrée que les parents et les enseignants souhaitent apaiser. Cette année, nous voudrons qu'on ne veut même pas entendre les grèves. Cette année, nous voudrons que la rentrée se passe normalement et que se termine aussi dans de bonnes conditions. Plusieurs mesures d'apaisement ont été prises pour une année académique sans débrayage, dont entre autres le vote des statuts particuliers des enseignants qui constituait la première ligne de toute revendication dans le passé. Le président congolais Joseph Kabila a réclamé le début effectif et substantiel du retrait des casques bleus de son pays. C'était devant l'Assemblée générale annuelle des Nations unies. Voici les images.
Tout en affirmant le caractère irréversible du scrutin présidentiel prévu le 23 décembre prochain, le président Joseph Kabila a réclamé devant l'Assemblée générale annuelle des Nations unies ce mardi le début effectif et substantiel du retrait des casques bleus de son pays. Et ce, alors qu'il avait déjà réclamé en janvier que la MONUSCO quitte le pays au plus tard en 2020. En dépit des défis énormes qui jonchent encore son parcours sur tout le plan, comme l'année passée, je réaffirme le caractère irréversible de la tenue des élections prévues à la fin de cette année. Voilà qui explique la position de mon pays de dénoncer et de s'opposer à toute ingérence dans le processus électoral en cours et de financer l'entièreté de ce coût opérationnel. 20 ans après le déploiement des forces onusiennes dans mon pays, et en raison de leurs résultats largement mitigés au plan opérationnel, mon gouvernement réitère son exigence du début effectif et substantiel du retrait de cette force multilatérale. La mission de paix MONUSCO, qui compte quelques 17 000 casques bleus pour un budget annuel d'un peu plus d'$1 milliard, est l'une des plus importantes missions de paix de l'ONU dans le monde. Toujours devant l'Assemblée générale des Nations unies, le président sud-africain a lui aussi exprimé ses doléances. Cyril Ramaphosa est monté au créneau pour demander aux dirigeants de forger une organisation des Nations unies plus représentative, plus juste et plus égale. On l'écoute. Il est de notre ressort, en tant que dirigeants réunis ici aujourd'hui, de forger une organisation des Nations Unies plus représentative, plus équitable et plus juste, habilitée et équipée pour mener la lutte contre la pauvreté, le chômage et les inégalités dans le monde. Nous devons nous demander si les Nations Unies ont répondu aux besoins et aux attentes des millions de personnes qui se trouvent aux portes de l'espoir. Nous sommes un monde jeune, où la moitié de la population mondiale a moins de 30 ans. C'est encore plus prononcé sur notre continent africain, où les 2/3 de sa population n'étaient pas encore nés lorsque Nelson Mandela a été libéré après 27 années de prison. En Mauritanie, l'opposition radicale a invité ce mardi le président Mohamed Ould Abdelaziz à organiser une élection transparente en 2019. Et ce pour permettre une alternance pacifique, lui promettant en retour qu'il bénéficierait de sa dignité et de son respect. L'opposition radicale mauritanienne a, dans un communiqué publié ce mardi à l'issue d'une réunion, appelé à une transition en douceur entre un président élu, dont la victoire est reconnue par tous, et un sortant jouissant de sa dignité et de son respect. Elle a également invité le président Mohamed Ould Abdelaziz, qui achèvera son second mandat en 2019, à organiser une élection transparente pour permettre une alternance pacifique, lui permettant en retour qu'il bénéficierait de sa dignité et de son respect. L'unique voie garantissant la stabilité et l'unité du pays passe obligatoirement par des élections consensuelles assurant l'alternance pacifique et le transfert de passation du pouvoir de manière douce entre un président élu dont la victoire est reconnue par tous et un président sortant jouissant de sa dignité et de son respect. Nous avons été, à vrai dire, choqués par les propos qui ont été tenus par les chefs de l'État à leur rencontre et aussi à l'encontre d'autres partis politiques et d'autres personnalités politiques. Mais apparemment, le chef de l'État choisit la menace et l'agression au lieu de choisir le dialogue et la concertation. L'opposition a par ailleurs dénoncé comme une restriction des libertés la fermeture ce lundi soir du centre de formation des oulémas à Nouakchott, accusé par les autorités de dispenser
un enseignement islamiste extrémiste en relation avec les frères musulmans. En Tunisie, le président Béji Caïd Essebsi a annoncé la fin d'une alliance clé avec la formation d'inspiration islamiste Ennahda. C'était lors d'un entretien diffusé ce mardi soir sur la chaîne privée El Iwar et Tonsi. Lors d'un entretien diffusé mardi soir sur une chaîne privée, le président Béji Caïd Essebsi a annoncé la fin d'une alliance clé avec la formation d'inspiration islamiste Ennahda. Cette annonce marque la fin d'une entente en place depuis 4 ans et qui a joué un rôle clé dans la poursuite de la démocratisation dans le pays pionnier du printemps arabe. Par rapport à notre constitution, nous avons des principes. En décembre 2019 se tiendront des élections et je vous le dis, dès maintenant, les élections se tiendront à temps. Les relations entre Ennahda et moi sont interrompues à la demande d'Ennahda et ils ont mis cela en œuvre. Dans son interview, le président tunisien a reproché à Ennahda de continuer à soutenir Youssef Chahed, plus jeune premier ministre de l'histoire moderne de la Tunisie en poste depuis l'été 2016. Il n'a aucune légitimité. La légitimité dont il jouit, il l'a eu grâce au Parlement. Si le Parlement l'approuve, fin de l'histoire. Dans son discours, le président s'est engagé à ce que les élections législatives et présidentielles aient lieu comme prévu fin 2019. Et ce, malgré la profonde crise que traverse Nida Tounes, parti qu'il a fondé en 2012 sur une plateforme anti-islamiste. Puis en Allemagne, l'Église catholique a officiellement présenté ses excuses après la révélation d'abus sexuels sur plus de 3600 mineurs pendant des décennies. Elle promet de régler ce problème loin d'appartenir au passé. Les détails. À l'occasion de la publication d'un rapport d'ampleur sans précédent faisant le bilan des violences depuis la guerre, le président de la conférence épiscopale allemande, tout en regrettant que l'Église catholique ait trop longtemps détourné les yeux, dissimulé, nié les faits, a déclaré que les abus sexuels sont un crime et doivent être punis. Les abus sexuels sont des crimes et doivent être punis. L'Église a trop longtemps regardé ailleurs, dissimulé et nié la vérité. En tant que président de la conférence épiscopale et aussi à titre personnel, je voudrais m'excuser pour toutes ces défaillances et toute cette souffrance. C'est aussi à titre personnel. Le document de 356 pages, dont le contenu a fuité dans la presse mi-septembre, fait état d'au moins 3677 victimes entre 1946 et 2014, en majorité des garçons âgés de moins de 13 ans, qui ont été les proies d'au moins 1670 membres du clergé. Nous pensons que cette étude est un premier pas sur un long chemin. Nous avons besoin de plus de recherche. Nous déclarons aussi clairement que tous ces chiffres ne représentent que la partie émergée de l'iceberg. L'Église catholique romaine, qui représente la première confession chrétienne d'Allemagne devant le protestantisme, avec plus de 23 millions d'adeptes fin 2017, n'en est pas à son premier scandale de ce type et les pressions se multiplient pour qu'elle s'y attaque réellement. Voilà, nous sommes à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Sika TV.